Bonjour. Comme discuté avant la pause, on a entendu que le travail peut impacter la santé et en particulier la santé mentale. Les aspects de prévention, et on l'a entendu aussi, pas seulement individuels mais aussi organisationnels, ainsi que l'accompagnement thérapeutique sont de toute première importance. Et d'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure avec nos invités. Personnellement, je m'appelle Philippe Marnette et je suis médecin directeur aux Mutualités Libres. Et c'est à ce titre que je peux témoigner que les affections psychosociales, les problèmes de santé mentale font vraiment le quotidien de nos équipes multidisciplinaires dans les cabinets médicaux lorsqu'elles suivent les assurés sociaux en incapacité de travail. D'ailleurs, en 2020, les Mutualités Libres ont démontré, et c'était dit aussi tout à l'heure, que 25% des entrées en incapacité ont pour cause un trouble psychosocial, et ce taux augmente jusqu'à atteindre quasi 40% après 6 mois d'incapacité, parce que les maladies mentales durent en général plus longtemps que pas mal d'autres groupes de pathologies. Alors, les liens entre la santé mentale et le travail sont assez complexes. On sait que le travail peut amener des éléments positifs, tout comme le fait de ne pas travailler peut amener des éléments négatifs. Certains des orateurs attireront l'attention également sur le fait qu'il y a une coexistence de mal-être, mais aussi de bien-être au travail. Et donc, je vous invite à examiner aussi le travail sous un angle positif. Alors, Stadbell, c'était montré aussi tout à l'heure, organise régulièrement un monitoring sur la satisfaction des conditions de vie. Et il est remarquable de constater, à gauche de la dia, que la population de gens qui travaillent se sent globalement beaucoup plus satisfaite que dans l'autre groupe de population, soit les personnes qui émargent au chômage, soit les personnes en incapacité de travail. Concernant le volet financier, c'est le même constat. Travailler permet forcément de maintenir un niveau de revenu meilleur. Et on entend souvent en consultation des personnes se plaindre qu'elles n'ont pas les moyens de se faire soigner correctement, notamment par exemple par un suivi psychothérapeutique bien constant et régulier. Et donc, s'ajoutent également les problèmes financiers au stress déjà vécu par les personnes souffrant de maladies mentales, donc ce n'est vraiment pas bon du tout. Et enfin, le travail permet de mieux entretenir des liens sociaux. On sait que le fait d'être en incapacité de travail favorise le risque d'isolement social. Et donc, ça contribue également à une plus grande souffrance. De manière générale, travailler quand on en a la possibilité permet de se sentir mieux tout en s'intégrant dans la société et également de mieux structurer sa journée. Alors, le travail est-il donc garant d'un meilleur état de santé ? C'est vrai que travailler permet le plus souvent de maintenir un meilleur état de santé physique et psychique. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus omettre d'évoquer l'impact du travail sur la santé. Et à titre d'exemple, on peut citer tous les méfaits du travail à horaire variable, avec les shifts horaires diurnes et nocturnes. Évidemment, on a parlé tout à l'heure du burn-out, mais on peut aussi ajouter les problèmes de harcèlement, voire même le stress qui est lié à la précarité d'un emploi. Ça peut aussi être un facteur de stress. Évidemment, on ne va pas oublier, même si ce n'est pas le sujet de cette session, les maladies musculo-squelettiques, dont certaines sont même reconnues en maladies professionnelles, voire les lésions suite à un accident du travail. Et donc, pour conclure, travailler doit normalement contribuer au bonheur, le plus possible et le mieux possible. C'est pour ça que tout un chacun a droit à un travail dans des conditions satisfaisantes et aussi conformes à la dignité humaine. Je m'en réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on ne peut plus travailler en raison d'un état de santé,
il faut tout mettre en œuvre pour retrouver d'une manière ou d'une autre le chemin du travail. Et c'est la mission première de nos équipes dans les cabinets médicaux d'accompagner nos assurés sociaux vers le chemin de retour au travail. Et en particulier avec un nouveau profil depuis début 2022, qu'est le coordinateur de retour au travail. Je suis heureux de vous présenter maintenant les orateurs de cette session, car ils vont illustrer par leur pratique et leur expertise tout ce qui est intéressant d'ajouter à ce qui vient d'être dit. Il y a Beb Tro, tout à fait à l'extrémité, qui est psychologue clinicienne et fondatrice de Human Link. Elle abordera la question sous l'angle des organisations et des entreprises. À côté d'elle, Charlotte Leclerc, du réseau Santé mentale au travail. Elle abordera les questions de santé mentale dans toutes les politiques par une approche coordonnée entre les administrations fédérales compétentes. Bonjour à tout le monde, je suis Beb Tro et je suis cofondatrice de Human Link. Donc cofondatrice, oui, par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, une petite correction. Et je travaille donc pour Human Link, qui est une pratique basée à Anvers. Donc on m'a demandé d'apporter un cas pratique. Donc je vais le faire avec plaisir, mais je vais vous donner d'abord quelques explications concernant le cas. Donc j'ai juste 10 minutes, donc je vais mettre la vitesse supérieure. Donc nous sommes un centre d'expertise. Nous accompagnons les gens qui ont eu des événements particuliers dans leur vie, des personnes qui souffrent de stress chronique, aussi bien au niveau des individus que des organisations. Donc, on l'a vu tout à l'heure, parfois les deux vont ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de link dans le nom de notre entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement de ce qu'on fait dans les organisations en termes de politique de lutte contre le stress. Et je ne vais pas m'attarder sur l'accompagnement individuel. Donc, pourquoi est-ce qu'une politique contre le stress est importante dans les organisations? Parce que très souvent, on reçoit souvent des coups de fil des organisations qui nous expliquent, qui nous présentent des questions individuelles avec des demandes d'intervention. Mais des interventions qui parfois ne sont pas données dans un cadre adéquat, qui ne sont pas durables et qui ont peu d'impact sur une amélioration continue sur le lieu de travail. Donc c'est pour ça que je vais un peu vous donner le cadre. Aïe, aïe, je vois juste mes slides en français, j'aimerais bien le voir en néerlandais. Ah, je vais devoir vous tourner le dos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les organisations nous contactent pour pouvoir accompagner les individus, pouvoir faire du team de coaching, du coaching d'équipe plutôt, de pouvoir briser le tabou au sujet de la fatigue mentale, pouvoir discuter, partager les expériences. Donc, il faut un cadre, il faut qu'il y ait un message qui soit diffusé par les organisations pour pouvoir soutenir les gens qui y travaillent. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un des modèles, nous l'utilisons aussi dans notre entreprise pour toutes les interventions que nous faisons dans les entreprises. Donc, qu'est-ce que nous disent les organisations quand elles nous appellent? Elles nous disent souvent, par exemple, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut, c'est les ressources humaines qui s'occupent de ça, mais ils ont tellement de problèmes à gérer que c'est parfois compliqué. Donc, les organisations, les ressources humaines veulent faire quelque chose, mais ce n'est pas toujours perçu de la bonne façon de la part des travailleurs. On demande parfois une équipe de faire une intervention, mais il y a d'autres équipes dans cette même organisation qui ne se sentent pas reconnues. Elles demandent des interventions aussi. L'idéal dans ces cas-là, alors, c'est
c'est de commencer avec une intervention dans une équipe et puis de progressivement instaurer cette pratique avec les autres équipes. Donc ça, je crois que ça avait déjà été abordé tout à l'heure. Il arrive souvent aussi que les organisations arrivent avec des collaborateurs qui ont vraiment une pression de travail énorme. Maar wat we wel vaak zien, is dat er een context is, een cultuur is. Des organisations dans lesquelles le contexte est particulier, dans lesquelles la culture ne pousse pas les gens à s'arrêter, à réfléchir. Là, c'est difficile d'avoir un shift dans la réflexion, dans l'organisation des entreprises pour pouvoir introduire des moments de réflexion, de partage au bon moment. Donc, dans les chiffres, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui souffrent de dépression et de burn-out parmi les travailleurs en raison de problèmes mentaux notamment, et qu'il y a relativement peu d'organisations qui organisent des actions à ce niveau-là. Et la plupart des organisations qui le font vraiment sur une base d'intuition. Il n'y a pas d'approche structurée, en fait. Ils réagissent face aux événements, mais l'intuition, ça ne suffit pas. En fait, c'est souvent à court terme, alors ce genre d'approche, alors qu'on ne regarde pas du tout le long terme, on devrait plutôt viser la durabilité des interventions. Voilà, je vais vous présenter un exemple d'une organisation qu'on soutient en fait en matière de bien-être et de préférence pas dans le secteur public. Donc c'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui un exemple dans le secteur privé, mais les organisations publiques peuvent aussi faire appel à nous. Donc je parle ici d'une société belge qui compte plus de 500 collaborateurs dont le siège est à Anvers et qui compte différents satellites dans le monde. Donc c'est une société de logiciels avec beaucoup de profils techniques, avec une petite équipe de RH. Et donc, tout le monde est vraiment impliqué dans la technicité des fonctions, du job, et moins dans l'aspect people management. Ils sont venus chez nous avec une seule demande, avec tout à coup un collaborateur qui ne pouvait plus fonctionner. Et là, l'entreprise a demandé un coaching individuel. Mais ce n'était pas du tout un cas qui est arrivé comme ça de manière inopinée. Il y avait des causes profondes qui étaient en jeu depuis longtemps, en fait. Donc ça, c'était à nous aussi de créer un cadre plus large pour apprendre à approfondir les causes. Donc, évidemment, on s'est dit que c'était trop tard de démarrer une intervention, mais il vaut mieux démarrer tard que jamais, évidemment. Évidemment, faire un coaching individuel avec une personne qu'on retire vraiment de son contexte, ce n'est pas l'idéal. Le mieux est de vraiment englober toute l'organisation pour avoir une approche globale. Bon, évidemment, ce qui est difficile, c'est d'aller contre la résistance des organisations parce qu'il faut accorder du temps, il faut accorder des moyens à ce genre de pratique et c'est là que le bas blesse dans beaucoup de cas. Et la personne, ce haut potentiel qui a eu un souci, qui a eu un burn-out, l'organisation, en fait, le comparait un peu à un canari dans la mine pour donner le signal qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en profondeur. Zo, aan de slag gegaan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette organisation? On a essayé de formuler une politique vraiment individualisée, vraiment adaptée à leur contexte, parce qu'évidemment, on peut prendre une pratique, une approche toute prête, standard, mais ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, ce qu'on a fait, on a d'abord... on s'est assis autour de la table avec le management pour que le management puisse prendre conscience de la situation, pour pouvoir les informer, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le burn-out, pouvoir décider d'une approche globale pour toute l'entreprise. Leur expliquer que ce n'était pas seulement lié à l'individu, mais aussi à l'organisation du travail. On a ensuite décidé de former un groupe de travail de 10 personnes maximum. Donc, c'est
Ce sont les personnes qui vont vraiment porter la politique de lutte contre le stress et qui va continuer à la suivre dans la durée. Donc, ce groupe doit être composé de différents profils de l'entreprise, aussi bien des personnes qui sont plutôt des collaborateurs, plutôt des cadres, aussi des personnes de RH, aussi un conseiller en prévention, des personnes qui ont déjà eu un burn-out. Ça nous permet d'avoir une approche à 360 degrés. Donc, le problème dans ce genre de situation, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un soutien de toute l'organisation pour la mise en œuvre de cette politique. Et c'est là qu'on a décidé d'organiser des sessions, d'abord pour le management et pour des sessions pour certaines fonctions, afin qu'elles reçoivent des informations, qu'elles puissent aussi donner leur input, qu'elles peuvent poser leurs questions, qu'il y ait vraiment un échange. Donc, le trajet était très simple. Il y a eu 3 sessions avec les collaborateurs, avec nous, avec le groupe de travail. On a d'abord essayé de formuler la politique. Donc, il y avait 2 paramètres qui ont été abordés. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on va créer la politique? Quelle est la mission de cette politique? Comment est-ce qu'on va l'instaurer dans l'organisation? Et ensuite, quels sont les besoins au niveau primaire, secondaire, tertiaire? Donc, au niveau tertiaire, ce sont plutôt les soins, l'aspect curatif. En termes de suivi, en fait, dans les grandes organisations. Comment garder les gens en bonne santé? Comment les garder motivés? Et ça, ce sont des aspects qui sont souvent oubliés dans les organisations et on commence à y réfléchir, à y faire attention lorsqu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, quand une personne commence à se sentir mal, commence à ressentir des symptômes, à ce moment-là, il est déjà temps d'intervenir. Les gens sont encore motivés, continuent à bien faire leur travail, mais il y a des signes avant-coureurs et c'est là qu'on doit faire attention. Donc, ce qu'on essaye de faire, quels sont les besoins, quels sont les rôles, quelles sont les responsabilités. Et de cette façon-là, on essaye de créer une structure qui va faire en sorte que tous les besoins primaires, secondaires et tertiaires puissent être remplis. Donc, cette politique, on fait aussi le bilan de l'organisation. On essaye de répertorier en fait les différents éléments qui déterminent le contexte de l'organisation et on fait appel à ce moment-là au RH. On essaye aussi de voir quelles sont les compétences qui sont présentes dans la maison. On organise vraiment des sessions très spécifiques pour déterminer quels sont les éléments qui provoquent du stress dans ce genre de métier, quels sont les éléments qui provoquent une hausse d'énergie. On essaye un peu de faire le bilan, de donner des directions pour pouvoir travailler, essayer de faire comme un tampon face aux éléments qui provoquent le stress. En dan kwamen we eigenlijk op het gebied van beleid zelf op dat het nog wel echt een heel technische organisatie is. Il y avait donc dans cette entreprise de logiciels, il y avait vraiment tout un aspect technique avec des fonctions pivots, des personnes très qualifiées et les cadres en fait avaient vraiment reçu tout un enseignement, une formation sur les points techniques, mais n'avaient pas été formés au people management. Donc, c'est important, évidemment, que les personnes aient un rôle bien clair, bien défini à jouer. Et là, pour eux, c'était difficile d'avoir cette casquette technique, cette casquette de manager, et ils avaient besoin d'un soutien davantage des ressources humaines. Donc là, il y avait besoin d'établir des fonctions un peu de coupole, de transfert entre les RH et la technicité des métiers. Ça signifie qu'il devait y avoir des fonctions à un niveau intermédiaire plus élevé pour pouvoir soutenir ces cadres. Donc, ce qu'on a décidé aussi dans cette organisation, c'est de clarifier les structures, de clarifier les entretiens pour qu'il y ait le moins de stress parmi les collaborateurs.
Il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises. Je ne peux pas toutes les lister ici, sinon on y resterait toute l'après-midi, mais je voudrais encore juste donner un élément. C'est qu'à la fin, lorsque la politique était prête et qu'on voulait vraiment embarquer tous les collaborateurs dans cette approche, on a vraiment dû faire attention au niveau de la communication, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une politique de reconnaissance du travail. Donc, les collaborateurs, leur faire comprendre que oui, on sait que leur job n'est pas toujours chouette, mais leur faire comprendre que c'est nécessaire et qu'on reconnaît leurs difficultés. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis venue vous parler du réseau fédéral santé mentale et travail. Tout à l'heure, il a été évoqué qu'il s'agissait du réseau fédéral santé mentale au travail. Ce nom a été changé. En fait, ce réseau a 2 ans aujourd'hui et il a énormément évolué en 2 ans. Au départ, on y parlait de burn-out et de stress, et aujourd'hui, on est convaincu que c'est un lien beaucoup plus systémique, tant avec le soin en amont et aussi en aval, qu'entre les différents types de prévention. Alors, donc ce réseau santé mentale a été créé à l'initiative de 4 ministres, donc M. Van den Broek qui était là tout à l'heure, M. Clarinval pour les indépendants, Petra de Sutter pour la fonction publique et M. Derman pour l'emploi, pour les travailleurs. C'est un réseau qui a un noyau donc, qui parle de ces institutions-là, donc le SPF Sécurité sociale est représenté aussi. Mais en fait, le réseau est plus large. Il est admis qu'en fait, à ce réseau, on parle plus largement de la santé et de son lien au travail. Et donc, il y a des institutions fédérales qui y sont représentées. Donc, le noyau coordinateur, c'est l'INAMI, FEDRIS. Vous avez tout à l'heure entendu M. Malherou parler des projets INAMI, donc ça, j'y reviendrai plus tard. Le SPF BOSA et le SPF Sécurité sociale et évidemment le SPF Emploi. Toutes ces compétences sont très différentes et au départ, ce réseau était peut-être vécu plutôt comme on va dire, une addition de compétences transversales. Et aujourd'hui, on le vit vraiment tout à fait différemment. Donc c'est ça la force, je pense, de ce réseau. En 2 ans, vraiment, on a pu vraiment faire évoluer cette idée et c'est ce qui va m'amener après à vous expliquer où on en est arrivé. Et donc ce réseau qui s'occupe d'actions transversales avait pour but d'élaborer un plan fédéral, le premier plan fédéral de santé mentale au travail. Et ce plan donc comportait des actions qui sont aujourd'hui en cours, qui ont été financées grâce au budget fédéral. Ce réseau, donc le réseau c'est un nom masculin, donc vous verrez dans le réseau fédéral en fait il n'y a que des femmes. Ce qui est assez marquant étant donné la fragilité des femmes par rapport aux questions de santé mentale et plus particulièrement au travail et de son lien au travail. Ces profils sont tout à fait différents. On a des psychologues, on a des conseillers en prévention, c'est vraiment très varié. Des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, moi je suis psychologue clinicienne aussi à la base. Et en fait, de cette fonction de transversalité, de parler de compétences qui sont différentes, parce qu'on a dit dans du SPF Emploi, on va plutôt être sur la prévention primaire, FEDRIS s'occupe de prévention secondaire, l'INAMI de prévention tertiaire, le SPF Santé publique qui est aussi convié s'occupe aussi de tout ce qui est en amont des santé, dont la réforme des soins santé, réforme des soins psychologiques de première ligne. Donc en fait, de ces compétences qui étaient en fait assez en silo, on est arrivé à envisager la réponse fédérale, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés. Moi, je ne vais pas reprendre les chiffres, on sait qu'ils sont alarmants. C'était un fonds de crise, 2021, quand ça a été créé. Des crises successives qui nous prouvent aussi à quel point la santé mentale est fragilisée par ces crises. Et qu'en fait, la vision en silo d'une prévention primaire, secondaire, tertiaire, du soin en amont, en aval, n'est plus suffisante. Et que de tous ces constats que sont ces chiffres, il fallait entrer dans l'action. Donc en fait, il y a eu 2 phases. La première, ça a été une phase de sensibilisation avec une grande campagne, un site web, je me sens bien au travail. Puis il y a eu une deuxième phase qui ont été des projets en fait pilotes. Il y en a eu pour les emplois, tout ce qui est les employeurs, les fonctionnaires et aussi les indépendants. Et en fait, là, on est entré dans une phase 3 qui était au final assez parallèle,
où il y avait ce plan politique, donc avec déjà une première réflexion transversale sur comment répondre en fait à ces chiffres, parce que ces chiffres sont le constat de quelque chose, mais il faut y répondre. Une volonté très forte du point de vue, en tout cas ministériel, d'y répondre. On travaille dans ce réseau avec on va dire au-dessus, mais c'est pas vraiment une relation hiérarchique, les cabinets, les cellules stratégiques des ministres qui sont très impliqués dans cette question, qui prend de plus en plus de poids, on le sait. Et en fait, on est parti d'une réponse, on va dire ici et maintenant. Voilà, il y a la prévention primaire, l'employeur, l'employé, quelles sont les responsabilités. Voilà, les préventions secondaires, qu'est-ce qu'on fait pour que la personne ne tombe pas malade quand elle est déjà sur le fil. Prévention tertiaire, comment on ramène les gens au travail. Par statut, employé, donc c'est pas employé, c'est travailleur, je me reprends, fonctionnaire ou indépendant, vers en fait une approche intégrée, un continuum de prévention. On se dit, mais en fait, c'est pas une question que si on arrive en deuxième ligne, donc en prévention secondaire, la prévention primaire a échoué. C'est pas parce qu'on travaille sur la prévention tertiaire qu'on ne peut pas continuer au même moment à travailler sur la prévention primaire. Ça, c'est une première chose, du memento en fait de ce qui se passe. On est passé à un continuum temporel, donc les préventions se passent tout le temps, peu importe le moment de la carrière de la personne, qu'elles soient en début ou en fin de carrière, et surtout cette approche intégrée nous a permis de considérer qu'il y avait une autre problématique qu'on ne pouvait pas laisser de côté, c'est le start to work. Et ça, j'y reviendrai brièvement parce que c'est pas le rôle aujourd'hui, mais ce sont tous ces gens qui ne sont pas au travail, souvent soit parce que justement ce boucle-là ne sont pas pris encore en prévention tertiaire, c'est-à-dire retour au travail, sont depuis trop longtemps en invalidité et donc n'ont plus accès au travail comme ils pourraient l'avoir. Et chose très importante, non pas de fait en fait de leur incapacité elle-même, mais de part de l'inclusion du marché du travail qui aujourd'hui ne permet pas tout à fait de mettre au travail des personnes avec des problèmes psychiques préexistants. Donc on a deux sortes, on a les problématiques psychiques qui sont causées par le travail, ça on en a déjà beaucoup parlé ici, mais aussi les personnes qui souffrent de problèmes psychiques, qui n'ont au départ pas lieu au travail, et qui sont soit écartées du travail, donc au chômage, en maladie, et n'ont pas accès au travail parce que leur particularité psychique demande une certaine adaptation, une certaine inclusion, ou alors des gens qui, pour les deux, avaient déjà une fragilité psychique, et cette fragilité a été renforcée par le travail. Donc voilà, en gros, donc, comment on en est arrivé à cette approche. Donc j'ai marqué employé, donc j'ai fait une erreur. J'espère que mes collègues du SPF Emploi ne m'en voudront pas, donc c'est bien travailleur. Donc en fait, ce réseau, il part du principe qu'on va faire une gestion des bonnes pratiques, qu'on va essayer d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans tous les types de prévention, dans son lien aux soins, que ce soit au niveau fédéral, mais aussi, et c'est là, grâce à BOSA qui nous a fourni un budget, on a pu maintenant lancer une cartographie de toutes les initiatives qui existent au niveau aussi régional, enfin à d'autres niveaux que le fédéral, pour essayer justement ensuite de pouvoir faire le lien. Il y a des choses qui fonctionnent, les bonnes pratiques, c'est une bonne chose, mais on sait aussi que les bonnes pratiques, c'est pas suffisant. On le dit dans des rapports, que ce soit européens, de l'OCDE, les bonnes pratiques, c'est une condition, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, d'où la réponse fédérale intersectorielle, où en fait, au-delà de gérer des projets propres à chaque, on va dire à chaque statut, donc pour le SPF Emploi, on sait qu'en cours, on a des projets pour revaloriser, peut-être aussi revoir aussi le rôle même du médecin, enfin pas le rôle, mais la fonction, de la revaloriser la fonction du médecin du travail, qui n'est pas assez qui est sous-utilisé, qui est sous-connu souvent. On a d'autres projets aussi on a une analyse académique des réglementations sur le bien-être psychosocial au travail, du quotidien de l'AMI. Donc M. Van den Broek tout à l'heure a cité plusieurs projets dont IPS et un resserrage du travail autour d'un trio aussi avec le médecin traitant, médecin du travail. On a aussi donc chez BOSA plusieurs projets donc ils vont aussi restructurer, renforcer le rôle du SICPTT qui est MPREVA, en essayant d'y apporter plus de TP aussi. Donc en fait, pour les indépendants, il y a eu aussi des projets pilotes qui ont été lancés et qui sont aujourd'hui clôturés. Donc en fait, pour chaque statut, des projets ont été lancés. Ça, c'est le plan fédéral, il continue. Et au-delà de ça, donc ce réseau systémique est venu
avec, je dirais, un peu l'apothéose pour ces 2 années de travail qui sont la présidence belge de l'Union européenne qui se tiendra du 1er janvier à juin prochain, où nous préparons ensemble, donc tout statut confondu, toutes compétences confondues, une conférence sur le sujet de la santé mentale et du travail. Et donc, voilà. Et donc, la dernière compétence, c'est ce marché inclusif. Ce marché inclusif reprend évidemment, si on va vers ça, le fait aussi d'amener certaines adaptations à comment on voit le travail pour ces gens. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les coordinateurs retour au travail permettent ça. Il y a des adaptations qui sont prêtes au travail, qui sont faites au travail, mais ce n'est pas suffisant. Et on sait qu'on doit encore travailler dessus et voir ensemble, sans les barrières justement du statut et des compétences. C'est là aussi le all-in policies. Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur quoi ? Essayer de les prendre en charge et de les étudier pour après essayer d'y répondre. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Leclerc. On a encore quelques minutes, donc si vous avez des questions. Je suis Déo Mazina, épidémiologiste de l'Observatoire de la santé et du social, commission communautaire et commune. Merci pour les présentations très claires et précises. Mais il y a un élément que je n'ai pas entendu depuis le matin. On n'a pas parlé de suicide au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donnerait quelques éléments sur le suicide au travail? Est-ce que c'est prévu peut-être pour la suite de la journée? Merci de m'éclairer. Je me demande, oui, est-ce que, c'était bien le suicide, oui. Oui, effectivement, c'était bien ça, le suicide au travail. Donc, c'est vraiment un événement choquant lorsque ça arrive au travail. Et c'est bien aussi de pouvoir accompagner les collègues, les personnes qui sont présentes au travail. Ne pas s'occuper seulement de ce qui s'est passé avec la personne qui a commis le suicide, mais aussi que l'organisation puisse faire le lien avec les personnes qui sont à la maison, la famille, l'entourage de la personne, et aussi faire une intervention au travail avec les collègues. Et c'est vraiment un événement choquant. Merci, Madame Leclerc et Madame Troch, et aussi évidemment Philippe Marnet, s'il vous plaît.